Donc en fait, c'est une vidéo qui est préenregistrée. Je ne pense pas qu'on pourra lui poser des questions, mais après, éventuellement, je pense que les experts qui sont dans la salle pourront peut-être éventuellement vous répondre à certaines de vos questions. Bonjour, je suis ravie de l'invitation de l'IRRP, celle de Madame Dumas, pour cette invitation à cette journée, afin de vous parler de l'état des lieux des divers essais thérapeutiques en ce qui concerne les dystrophies de la rétine. Quand je parle dystrophie rétinienne et médicaments et thérapie génique notamment, voici mes conflits d'intérêts concernant ce sujet. Parce qu'en effet, lorsque je vais aborder avec vous les traitements des dystrophies rétiniennes héréditaires, je vais parler un peu de médicaments, mais surtout de thérapie génique et un peu de cellules souches dans le cadre des dystrophies rétiniennes. Je ne reviendrai pas sur ce qu'est une dystrophie de la rétine. Beaucoup d'entre vous sont au courant de cette pathologie qui touche les photorécepteurs et qui entraîne une dégénérescence des cellules rétiniennes petit à petit. Au cours des années passées, nous avons eu en France comme au monde la possibilité d'avoir le seul médicament que nous ayons actuellement à notre disposition pour traiter les dystrophies rétiniennes héréditaires par ce traitement pharmacologique qui s'appelle le Luxturna, qui est uniquement concernant les dystrophies rétiniennes qui sont liées à une mutation du gène qu'on appelle RPE65. En 2018, ce médicament il a été approuvé en Europe et nous pouvons opérer des patients dans plusieurs centres en France. Il y a 4 centres injecteurs actuellement avec Nantes, Strasbourg et plusieurs centres sur Paris. Suite à cette autorisation de marché, il a été demandé et réalisé quand même une étude qu'on appelle de post-market, c'est de pouvoir suivre tous les patients qui sont inclus et qui sont traités par ce médicament, pouvoir les inclure dans une étude afin de savoir à long terme quels étaient les effets en termes d'effets secondaires et puis des effets du médicament. Est-ce qu'on avait une persistance de l'effet bénéfique? Il a été injecté dans le monde pour août 2021, 103 patients avec un âge moyen d'injection à 19,5 ans, un suivi moyen de 2,3 ans au maximum et moyen à 8 mois. Et chez ces patients, ce qu'il a été rapporté pour 35 d'entre eux, c'est-à-dire 34%, il y avait ce qu'on appelle des effets adverses. Le premier, c'est une atrophie choriorétinienne au niveau du point d'injection. Ce médicament est injecté par injection sous-rétinienne grâce à une chirurgie. Et on avait également des descriptions de dégénérescence de la partie centrale de la rétine qui se poursuivait. Il y a également été noté des inflammations oculaires pour 7 patients, 2 déchirures rétiniennes et des cas d'hypertonie oculaire. Pour les inflammations rétiniennes, elles passent sous médicaments corticoïdes en gouttes, en sachant que les patients, ils ont un traitement avant et après l'injection des corticoïdes en comprimé. Et ce qu'il a également été noté, c'est une amélioration du comportement des patients, que ce soit pour déambuler et également lors des enregistrements de l'appareil qu'on appelle un FST qui permet de faire un champ visuel à l'obscurité. Donc voilà pour l'étude post-market du médicament que nous avons actuellement à notre disposition qui s'appelle le Luxturna, qui est un médicament de thérapie génique concernant le gène RPE65. En ce qui concerne les autres candidats de thérapie génique, il y en a de multiples. Il y a de multiples essais cliniques pour plein de gènes qui sont responsables de plusieurs pathologies, que ce soit des maculopathies, donc des atteintes de la macula, des dystrophies de la rétine, des dystrophies de la rétine qui sont syndromiques dans le cadre de pathologies plus globales, les achromatopsies ou les neuropathies optiques de Leber. Et je vais essayer de vous parler des différents résultats que l'on peut connaître concernant ces pathologies. Alors, je vous le disais qu'il y a beaucoup d'essais cliniques en thérapie génique. La chromatopsie, c'est une des pathologies qui est cible, la choroïdérémie. L'amorose congénitale de Leber, on vient d'en parler,
c'est pour le gène RTO65, mais il y a une autre amorphose congénitale de Leber, c'est celle liée au gène CEP290 qui a actuellement plusieurs essais en cours pour 2 médicaments différents. L'atrophie optique de Leber, je m'arrêterai peu car il y a une ATU actuellement qui est en demande concernant un médicament qui est le Lumevoq, qui serait le deuxième médicament de thérapie génique concernant une maladie héréditaire, cette fois-ci concernant une nerf optique. La DMLA, il y a plusieurs essais de thérapie génique actuellement en cours, mais comme on n'est pas dans le cadre d'une maladie rare, je n'en parlerai pas là. Plusieurs dystrophies rétiniennes avec plusieurs gènes, la maladie de Stargardt, le syndrome de Usher. Il y a eu plusieurs essais dans le cadre de plusieurs syndromes de Usher, soit de type 1, soit de type 2. Les rétinies pigmentaires liées à Alix, là je m'arrêterai un peu plus sur cette présentation, et les rétinosclérosis liées à Alix également. On va commencer par la première pathologie qui est la choroïdérémie liée à Alix. Il y a quelques années, en 2014, l'équipe de McLaren d'Oxford qui a présenté ses premiers résultats concernant des injections chez des patients qui étaient donc porteurs de choroïdérémie, qui montraient que l'acuité visuelle était légèrement mieux dans la zone qui était injectée et que les résultats étaient en fonction de l'acuité visuelle de départ et qu'on avait une préservation de l'épaisseur de la rétine suite à l'injection qui avait lieu dans la partie centrale de la rétine et que ces résultats étaient stables à 3 ans, ce qu'avait démontré quelques années plus tard Dominique Fischer dans une publication en 2019 qui montrait donc qu'on avait une modification de l'acuité visuelle d'à peu près de plus de 3 lettres de l'œil qui était traité versus l'œil non traité, sans qu'il y ait d'effet préjudiciable au niveau de l'épaisseur de la rétine. Ça, c'était dans le cadre d'un essai qu'on appelle de phase 2, avec peu de patients injectés. Par la suite, ils ont réalisé ce qu'on appelle un essai de phase 3, où il y a beaucoup plus de patients qui sont inclus. Cet essai s'appelait l'essai STAR, où presque 170 patients ont été inclus avec une injection du même produit de thérapie génique chez ces patients atteints de choroïdérémie au niveau de leurs 2 yeux, et le laboratoire qui avait acheté ce médicament qui s'appelle Biogen a annoncé l'année dernière que cette étude STAR n'avait pas atteint son critère principal d'évaluation qui était de 15 lettres. Avec à ce moment-là un arrêt de l'essai, mais surtout ce médicament qui n'a pas demandé sa demande d'autorisation de mise sur le marché, car il n'avait pas atteint son objectif. Alors ces résultats nous interpellent sur plusieurs choses. Déjà, forcément, on avait des patients qui attendaient le résultat de cet essai, donc on est un peu suspendu à ces résultats, mais on est surtout interrogatif quant au choix des critères pour obtenir, enfin au moins pour regarder comment fonctionne un médicament. Et il nous semble important qu'il puisse avoir, comme il est fait actuellement dans plein de pathologies, des études de vraie vie ou des études d'évolution de la maladie pour pouvoir connaître de combien se modifie l'acuité visuelle dans ces pathologies, pour qu'on puisse savoir si 15 lettres c'est beaucoup, quel est en général la modification de l'acuité visuelle, et pour pouvoir avoir des comparatifs. Car en effet, le critère de 15 lettres qui avait été choisi dans cette étude est plus un critère d'amélioration d'acuité visuelle qui est réalisé pour les études pour la DMLA, mais pas forcément pour les études de maladies rares comme ici. Alors, il faut qu'on attende d'autres, ou qu'on soit attentif aux résultats d'autres études, parce que l'étude dont je viens de vous parler, qui a été réalisée ici par Biogen compagnie, c'est que un des effets cliniques qui a lieu dans le cadre de ce gène, il va falloir regarder quels vont être les résultats pour les autres essais qui sont actuellement en cours. Donc, soyons attentifs, un peu découragés, mais pas totalement déprimés. Pour une autre pathologie qu'il nous faut regarder avec attention, c'est les dystrophies rétiniennes liées à Alix. C'est une pathologie également qu'on retrouve chez les garçons, qui est une dystrophie rétinienne qui survient précocement. Il y a
plusieurs essais cliniques pour cette pathologie qui sont en cours actuellement. La même équipe que McLaren, dont on vient de parler précédemment, qui avait fait l'étude sur la choroïdénamie, a fait une étude de phase 1-2 avec 18 patients qui ont été inclus. Et ils ont montré sur plusieurs choses. C'est quand on fait une étude de phase 1-2, on utilise ou on injecte des doses de plus en plus fortes pour regarder quelle dose est la mieux tolérée pour savoir laquelle on va utiliser dans l'essai futur. Ce qui a été montré, c'est quand des doses étaient trop importantes, donc pour la cohorte 4, 5, 6, on avait des inflammations minimes qui apparaissaient au niveau de la rétine, inflammations qui étaient réversibles quand on donne des corticoïdes aux patients, ce que l'on voit là sur le schéma où les gens ils ont eu une modification de leur réponse au niveau des tests de l'examen suite aux injections. Ce qui est important, c'est que chez les patients qui ont reçu une dose un peu moins forte, la cohorte 3, ils ont eu une amélioration de la sensibilité rétinienne dans les zones qui avaient été traitées et cela stable dans le temps. Donc, il faudra regarder si cette équipe fait un essai de phase 3 ou quels sont les résultats à long terme. Ce qui est important également, c'est qu'il y a d'autres équipes qui travaillent sur ce gène RPGR qui est lié et qui induit donc des dystrophies rétiniennes liées à X. Et il y a un autre essai réalisé aux États-Unis, qui est un essai multicentrique qui était et qui a réalisé dans 6 centres, qui a inclus 49 patients âgés de plus de 5 ans, avec pareil 3 cohortes avec des doses différentes. Et à l'ARVO, il avait été montré des premiers résultats pour cet essai, mais ce qui est important, c'est qu'il a été publié hier. Le laboratoire qui a ce médicament, Mera GTX, a publié une annonce comme quoi ils avaient des résultats qui étaient intéressants dans plusieurs domaines, que ce soit le niveau d'acuité visuelle, le niveau de sensibilité au niveau de la rétine et également les capacités de déplacement des patients suite à l'utilisation de ce médicament chez donc nos 49 patients. Il va donc falloir regarder parce que cette entreprise est donc partie pour faire un essai de phase 3 et cette phase 3 qui a quasi recruté tous ces patients pour savoir si ce médicament peut être utile ou pas. Donc, il est important que les patients qui ont une dystrophie rétinienne liée à l'X puissent être génotypés pour savoir s'ils ont le gène RPGR, qui est le gène qui est majoritaire dans les rétinies pigmentaires liées à l'X, en sachant que c'est pas le seul. Pour les autres pathologies qui sont actuellement à l'essai, il y a notamment la chromatopsie. La chromatopsie est liée à plusieurs mutations génétiques et actuellement, il y a un essai clinique qui est réalisé dans 2 mutations. C'est la mutation CNGB3 et CNGA3 avec, pour cet essai clinique, 55 patients qui ont été inclus avec des cohortes avec des doses différentes et une cohorte pour la mutation GB3. Pour l'instant, ce qu'il a été communiqué concernant cet essai, c'est que chez les enfants, on avait plus d'inflammation que chez les adultes, mais qui était très bien traité quand on mettait des gouttes de corticoïdes, qu'on pouvait avoir des hypertonies oculaires qui également, suite à cette injection, étaient contrôlées quand on mettait des gouttes particulières pour faire diminuer la tension. Ça, c'est pour ce qui est des critères de sécurité. Mais ce qui est également intéressant, c'est que il a été décrit chez certains des patients. Il n'y a que 9 patients qui ont été analysés en ce qu'on appelle une IRM fonctionnelle, où on va montrer des stimulations visuelles aux patients et on va enregistrer comment le cerveau est activé. Et chez 9 patients, il a été montré des modifications des images de l'IRM fonctionnelle le long des voies visuelles, et ces modifications étaient en rapport avec l'acuité visuelle du patient et la sensibilité au contraste. Et certains des patients de l'effet ont également décrit une amélioration de leur photophobie. Donc pour les patients qui ont une achromatopsie, il est important de pouvoir savoir quel gène est à l'origine de la chromatopsie et être attentif aux résultats de cette étude. Un autre essai dont on a beaucoup entendu parler l'année dernière avec la publication dans Nature Médecine, c'est l'étude pionnière concernant l'optogénétique.
L'optogénétique est une technique particulière qui va toujours, à l'aide de thérapie génique, amener un chromophore, amener un élément qui va être sensible au niveau de certaines stimulations lumineuses. Et pour pouvoir réaliser ces stimulations lumineuses, le patient va devoir porter des lunettes qui vont lui permettre de stimuler les photorécepteurs qui ont donc reçu le produit de thérapie génique. Et grâce aux lunettes et à l'injection qui est réalisée cette fois-ci par intravitréenne, les patients vont pouvoir espérer voir certains détails. C'est un essai clinique qui s'intéresse et qui s'adresse aux patients qui ont des dystrophies de la rétine à un stade avancé uniquement à des patients qui ont à peu près une perception lumineuse. C'est un essai de phase 1, donc dont le critère, c'est vraiment de s'intéresser à la sécurité du médicament. Mais ce qui a été rapporté chez 2 patients, c'est qu'on avait des modifications de la sensibilité rétinienne et surtout pour le patient dont on voit ici la photo dans la publication, c'est qu'on a des modifications de l'activité électrique au niveau du cortex cérébral après les stimulations. Quand on lui montre quelque chose, on est capable de faire des enregistrements au niveau du cortex visuel. Et surtout que ce patient est capable de détecter sur une table des objets comme le gobelet qu'il peut avoir devant lui après une analyse assez longue. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on utilise ce genre de technique, il faut une rééducation de plusieurs semaines, de plusieurs mois pour qu'il puisse détecter les stimuli visuels. Donc, il faudra qu'on s'intéresse et qu'on regarde attentivement quels sont les effets de l'optogénétique dans quelques temps suite à cette technique prometteuse. On a également parlé au tout départ de l'amorose congénitale de Leber, qui est la première pathologie qui a été ciblée pour faire de la thérapie génique parce que c'est le gène RPE65, mais le gène RPE65 est un gène très très rare dans le cadre des amoroses congénitales de Leber. Et il y a plusieurs essais concernant un autre gène, qui est le gène CEP290. C'est un gène qui est beaucoup plus fréquent, notamment dans le nord de la France, comme étant responsable de ces dystrophies rétiniennes précoces. Et 2 essais sont actuellement en cours, avec un essai dont à l'ARVO il a été présenté une tendance à l'amélioration au FST, donc des stimulations visuelles, suite à ces traitements qui sont réalisés par injection intravitréenne. De la même manière, j'étais venue, ça fait 3-4 ans, dans le cadre d'une réunion de l'IRP, vous dire qu'on allait démarrer un essai clinique concernant le gène PE2,6-bêta. On a réussi, malgré le Covid, à inclure nos 15 patients de l'essai. On a fini il y a peu. Il y a une étude qui est prévue en intermédiaire à 1 an. Donc, nous sommes en train de colliger tous les résultats pour les patients pour le moment, pour pouvoir savoir si on a des bénéfices et surtout pouvoir colliger la sécurité et la tolérance concernant ce médicament. Donc, je pourrais être amenée à venir vous en parler à nouveau. Quelques descriptions d'autres essais cliniques pour que vous sachiez ce qui se passe. C'est concernant le rétinoschisiste Lialis, qui n'est pas une maladie qui est rare. Il y a actuellement un essai clinique dont la fin est prévue d'ici peu, en octobre 2023. Donc, on pourra savoir si on a des modifications. Ce qui a juste été noté pour le moment, c'est qu'il y avait quelques inflammations au niveau des yeux traités, mais qui étaient jugulables avec des traitements corticoïdes et qu'on avait des modifications de l'adaptation à l'obscurité, mais on n'en sait pas plus. Il va falloir patienter encore quelques mois. Et pour finir, il me semblait intéressant de vous parler d'une pathologie très 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 rare, qui est le syndrome de Batten, qui est une lipofuchinidose. Il y a un médicament qui est injecté en intratécale, c'est-à-dire que par des ponctions lobaires, chez ces patients qui ont une atteinte extrêmement sévère neurologique et visuelle, on peut injecter un médicament grâce à des ponctions lobaires et un centre londonien, parce que c'est une pathologie qui est cécitante, invalidante, a eu l'idée chez ces patients d'injecter un œil avec ce même médicament et de suivre. Et ce qu'il est noté, c'est qu'il y a un amincissement
moins important dans l'œil qui est traité que dans l'œil contrôle intéral. Parce que même si cette pathologie-là est cécitante et dramatique, il faudra regarder et être attentif de ce que donne ce médicament en injection intravitréenne dans cette pathologie-là, parce qu'il peut être utilisé que dans cette pathologie-là. Et je vais vous parler de 2 derniers petits trucs pour finir. C'est l'essai dans le cadre d'ISTEM concernant les patchs de cellules souches. Il y a un essai qui est actuellement en cours sur Paris au 15-20 concernant des dystrophies particulières qui sont soit liées aux mutations du gène LRAT ou soit du gène MERTK. Il y a plusieurs cohortes et il y a quelques patients qui ont commencé à être injectés avec ces petits patchs qui sont mis entre l'épithélium pigmentaire rétinien et les photorécepteurs. Pour le moment, c'est une étude qui est plutôt de phase 1-2, donc pour s'assurer de la sécurité du geste, et on verra quels sont les bénéfices par la suite, mais pour que vous soyez au moins au courant. Et pour finir, concernant le syndrome de Wolfram, il y a eu un essai clinique qui a été fait concernant un médicament qui s'appelle l'acide valproïque, qui est un médicament qui est utilisé dans le cadre de l'épilepsie. Pour le syndrome de Wolfram, cet essai a été fait en Grande-Bretagne, en Espagne, en Pologne, mais pas en France. Mais si vous avez des patients, si vous connaissez des patients qui sont atteints de cette pathologie, il peut y avoir des atteintes auditives dans cette maladie-là. Et actuellement, il y a sur Paris un essai clinique qui est fait concernant l'audition des patients avec un essai clinique de phase 2 pour ce médicament. Voilà, j'aurais fait un survol un peu bref, un peu rapide des différents traitements à l'essai concernant les dystrophies rétiniennes. Vous avez compris qu'il y a actuellement un essai de phase 3 concernant les rétines pigmentaires liées à l'X. Donc, c'est important que les patients qui sont porteurs d'une rétine pigmentaire liée à X se fassent référencer dans des centres sans gène, dans des centres de référence et de compétences, ou des autres pathologies dont nous venons de parler. Je remercie tous pour votre participation et l'IRP pour votre invitation. Au revoir.